Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors c'est mon retour de vacances. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais j'ai pris une petite semaine de vacances tranquillement dans le sud de la France. Vous savez que moi, déjà j'y habite et en plus de ça, je vais pas m'amuser à remonter ailleurs. Donc ça a été dans le sud de la France comme les autres années. Une petite maison au calme, une petite piscine, enfin une grande piscine d'ailleurs qui était un peu froide, mais bon. Ça fait du bien, je me suis reposé, j'ai bien mangé. J'ai pas fait énormément de sport parce que on avait des impératifs un petit peu différents des autres années, donc du coup on est plutôt resté sur place et j'ai mis au point un petit truc que je vais vous partager ici. Alors vous savez que j'ai pas mal parlé de comment gérer justement cette période de vacances à chaque fois. Bon là on n'est plus dans le thème, hein, tout le monde a repris, mais bon ça va donner des indications à ceux qui partent en septembre. J'avais mis déjà sur le site pas mal de protocoles, de petites, comment j'appelle ça, un kit de survie des vacances justement. Donc vous pouvez aller voir, vous tapez kit de survie vacances ou vous tapez tout simplement vacances sur le site, vous allez trouver tout un tas de contenus sur la bonne gestion du physique pendant les vacances. Mais là je vais vous donner un petit peu le protocole que moi j'ai suivi. Je me suis pas mis. Alors moi, faut savoir une chose déjà. Je vous donne le contexte parce que c'est important. Je m'entraîne toute l'année. Hein. J'ai pas de période. Quand je suis chez moi, je m'amuse pas à prendre des semaines ou des quinzaines de jours de repos comme ça gratuitement. Hein. Je le fais uniquement quand je pars en vacances. Donc du coup, quand je suis parti là. J'avais envie de bouger un peu pour une raison, c'est que moi, quand je ne fais rien de ma journée. Il faut savoir une chose, c'est que ça fait des années et des années que je m'entraîne. Donc du coup, moi, quand je ne fais rien pendant une journée, je sens qu'il me manque quelque chose. Alors là, il y en a qui vont dire oui, c'est une addiction, pas une addiction. En fait, non, c'est pas du tout ça ou autre chose. C'est qu'en fait, quand vous vous entraînez depuis un certain nombre de temps, vous habituez un petit peu votre cerveau à recevoir une dose de neurotransmetteurs qui vous font vous sentir bien. Donc du coup, à partir du moment où vous êtes, c'est un petit peu comme la caféine. Vous savez, quelqu'un qui boit beaucoup de café, il va être accoutumé à la caféine, mais par contre, s'il s'arrête, il va avoir des effets secondaires. C'est un petit peu la même chose avec le sport. On habitue son organisme à recevoir des décharges comme ça d'hormones du plaisir, un petit peu de bons neurotransmetteurs plutôt. Et donc, quand on arrête, on ressent un petit peu le double effet qui se coule, quoi. Moi, c'est un petit peu ça. Et puis il y a autre chose. Là, c'est surtout au niveau du ressenti. C'est que je ressens que j'ai de l'agressivité, si on peut dire les choses comme ça, qui se génère et qui se purge pas si je fais pas de sport. C'est-à-dire que quand je dis agressivité, ça veut pas dire le côté sombre, malsain, etc. Je veux dire l'énergie en fait. De l'énergie dormante là qui est bien présente au fond et qui a besoin d'être purgée. Donc c'est pour ça que je trouve ça important de bouger un petit peu quand ça fait longtemps que vous vous entraînez, que vous êtes habitué à ça, pour pas avoir cette tension continue pendant les vacances, parce que le but c'est quand même de profiter. Donc ça, je l'ai ressenti au début, et après ça s'est un petit peu calmé quand je me suis bien relaxé pendant les vacances. Alors, durant cette semaine, ce que j'ai fait, le premier jour, j'ai rien fait. À partir du deuxième jour, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé juste un objectif tout bête, c'est de faire 20 pompes par minute pendant 10 minutes. Puis, le lendemain, 20 pompes par minute pendant 15 minutes, puis la même chose pendant 20 minutes, etc., etc. Donc, du coup, chaque jour, j'avais un objectif un petit peu plus haut. Alors, faut savoir que, avec le niveau sportif que j'ai, qui n'est pas exceptionnel, hein, je suis pas un athlète de haut niveau qui fait les JO ni rien, mais ça fait quand même quelques années que je m'entraîne, donc j'ai certaines facilités à faire des pompes. Donc du coup, c'est pas un entraînement violent qui va vous mettre sur le tapis. Ça fait circuler le sang, vous êtes bien congestionné, vous sentez que vous avez un peu travaillé, vous sentez bien. Et puis ça donne un petit défi, c'est fait assez rapidement. Et moi, ça m'a permis comme ça de faire à peu près 400 pompes dans la journée, sans trop me rendre compte que je les avais fait, quoi. Que je les avais faites, pardon.
Et donc ça a été le petit protocole que j'ai suivi. Mais bon, à côté de ça, j'ai bien mangé, comme je vous dis. J'ai mangé du transformé, de l'ultra transformé. J'ai mangé aussi des aliments sains à la grillade. Mais en règle générale, je me suis fait plaisir. Donc, n'ayez pas peur. Ceux qui pensent que en vacances, même en vacances, je suis un moine qui me nourrit que d'eau et de végétaux. Non, c'est pas le cas. Quand je suis en vacances, je suis comme vous. C'est-à-dire que j'aime profiter des bons moments, des restaurants, voilà, des gourmandises et tout ça. Donc, il n'y a pas comment dire, de violence à se faire de ce côté-là, et c'est vraiment là-dessus que j'appuie. Vous l'avez vu dans mes formations, quand je vous parle des vacances, le but est de profiter peut-être même encore plus qu'avant, tout en faisant ce qu'il faut pour que le physique, il garde un petit peu cet élan, cette vitalité. Bref, deuxième chose que j'ai repérée, en fait, c'est une constatation. Je suis passé, alors je sais pas si ça va parler à tout le monde parce que je sais pas si c'est national. Je vais regarder en même temps pendant que je vous parle. Est-ce que c'est national ou pas? Vous savez, les Biocoop. Je pense que oui, mais alors je regarde. Biocoop, est-ce que c'est national ou siège social à Paris? Donc oui, je pense. Je pense que c'est... Alors je vais regarder carrément sur la carte. Sur la carte Google Maps. Donc où est-ce qu'il y a des Biocoop? Non, il y a l'air d'en avoir un petit peu partout. Ça a l'air d'être quand même dans le sud de la France, hein. Biocoop, je vais taper Biocoop Paris pour voir si il y en a aussi. Ah bah oui, non. Bon, c'est bien national. Bref. En fait, je suis passé devant un dépôt Biocoop, c'est-à-dire que je suis passé devant un entrepôt dans une zone industrielle énorme, Biocoop, tout blanc, tout en tôle et tout, la même chose qu'un dépôt Intermarché ou un dépôt, vous savez, ces gros trucs où il y a des quais pour les camions de chargement et tout. Et en fait, quelque part, on sait que tous ces aliments, ils transitent par là, mais quand on va dans les Biocoop, on voit le magasin avec la déco un petit peu boisée, les lumières chaudes, le côté un petit peu, ça vient des producteurs du coin et tout. Ce qui est certainement vrai, hein, je remets pas ça en cause, loin de là, mais on n'a pas envie de voir en fait cet envers du décor qui est des gros entrepôts qui ressemblent finalement au supermarché du coin qu'on essaye d'éviter. Enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est différent. Alors, certainement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est peut-être différent, mais ça m'a fait un petit choc de voir ça. Je me suis dit mince, on n'a pas envie de le voir en fait. Et c'est encore une fois ce côté où on est vraiment conditionné par ce qu'on voit et tout l'environnement qu'il y a autour de ces magasins bio nous laisse à penser que derrière, en fait, on a presque l'impression que c'est le maraîcher qui vient livrer en direct. Que bon, je suis très naïf, hein, entendez. Enfin voilà, hein, il y en a plein qui se disent il est naïf le Théo. Non, mais oui, je suis très naïf moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement naïf et des fois, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de voir parce que j'aime bien vivre un peu dans un monde, on va dire, un petit peu plus joyeux, quoi. Bref. En tout cas, tout ça pour dire que ça m'a fait bizarre de voir un gros dépôt comme ça, Biocoop. Parce que j'aurais dû vous prendre une photo en fait. J'ai été con, j'y pense maintenant. J'aurais dû prendre une petite photo pour vous montrer. Ça fait bizarre. Voilà. On aurait mis Intermarché ou Leclerc sur le dépôt, c'était la même chose en fait. Et ben voilà. Bref, on s'arrête là pour la petite digression du début du podcast. Alors. Je vais répondre à pas mal de choses là dans l'épisode, mais première chose, si vous êtes abonné, si vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé sur le site ces derniers 15 jours, il y a eu 2 choses importantes qui sont sorties. La première, c'est que je donne mon point de vue plus une méthode, j'ose dire intelligente, pour faire un programme full body, parce que vous savez que le full body, et on en parle énormément. Alors déjà, je vous donne la racine de la mode du full body en 2020, là. Donc pourquoi les gens s'intéressent au full body et tout, sur quoi ils se basent, sur quelle étude en particulier. Donc ça, je vous le donne. Je vous donne également une façon un petit peu plus intelligente de la faire que celle qu'on peut voir classiquement, on va dire, surtout pour les personnes qui ont déjà un petit niveau en muscu, qui s'entraînent déjà en muscu depuis 1 an, 2 ans. Là, le full body, il faut pas l'articuler de la même façon que si vous êtes débutant pur. Donc voilà, je réponds à toutes ces questions. Il y a un programme à la clé. Enfin bon, bref, voilà, vous avez tout ça. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Donc vous avez juste à glisser vers le haut. J'en sais rien sur quelle plateforme vous m'écoutez. Vous pouvez voir ça. Deuxième chose, c'est que j'ai mis aussi sur le site. Alors mon site, je le rappelle, c'est www.physiqueactive.fr.
fitnessmiss.fr. Vous pouvez retrouver tout ce que je suis en train de dire là sur le site directement. La deuxième chose, c'est que j'ai fait une FAQ, pareil pour les VIP, où je parle de je réponds à, on va dire, un gros paquet de questions dans les détails, notamment une qui a été beaucoup demandée, c'est comment voir les abdos sans contracter, ce qui fait un peu titre putaclic, mais qui réellement, en fait, quand on regarde bien, c'est quelque chose qu'on a tous envie d'avoir. Et donc, du coup, je donne tous les outils, tout ce qu'il faut faire finalement pour se rapprocher de cet objectif. Donc ça, c'est une des questions, mais après, il y en a plein d'autres. Donc je vous invite à aller voir. Vous avez les sujets également en lien en description. Allez, on démarre. La petite actu que j'avais vue, qui a retenu mon attention, la première chose, c'est le Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, vous en avez déjà entendu parler, vous savez, c'est ces notes, je crois que c'est de A à F, un truc comme ça, non, de A à E, que vous retrouvez sur certains emballages d'aliments. Alors évidemment, ce genre de choses, vous allez les retrouver sur des aliments qui sont emballés. Donc ça va être quoi ? Ça va être des yaourts, ça va être des fromages, des tartes, des trucs comme ça. Mais bon, si vous allez chez le maraîcher, il va pas s'amuser à mettre un Nutri-Score sur ses courgettes, sur son steak et tout ça. Donc bref, globalement, c'est quand même pour l'ère industrielle que ces notes prennent du sens. Et il faudrait partir du principe que tout ce qui est A, noté A, est toujours moins bien que tout ce qui n'est pas noté chez le maraîcher, en gros. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais là, en fait, pourquoi je parle du Nutri-Score ? Parce que il y a des cantines scolaires qui se mettent à afficher les notes de leurs plats. Donc, alors la première, c'est la société, c'est le groupe Elior. Elior, tout le monde connaît, tous ceux qui ont travaillé un petit peu dans des grosses entreprises. Souvent, ils ont eu affaire à Elior comme restaurant d'entreprise. Ils s'occupent aussi des cantines et tout ça. Bon, c'est un très gros groupe. Donc là, il cite, c'est un article du Parisien qui dit une première, le groupe Elior, l'un des champions mondiaux de la restauration collective, a décidé d'aider les élèves à mieux manger à la cantine en passant à l'entrée du réfectoire les qualités nutritionnelles des plats. En un coup d'œil, les jeunes convives pourront prendre conscience de l'effet sur leur santé des différentes assiettes qui leur sont proposées. Cette initiative, qui sera déployée par Elior sur l'ensemble de l'année scolaire 2020-2021, consiste à afficher sur le menu du jour le Nutri-Score de chaque plat. Alors moi, déjà, je trouve la démarche intéressante. Parce que là, ils vont noter le menu, le Nutri-Score du menu, et non de l'aliment. Donc ça peut être une bonne chose et une mauvaise à la fois. Mais bon, une bonne chose, ça veut dire que si jamais on ajoute des légumes, si jamais on ajoute des fruits, des choses comme ça, enfin des aliments plus sains, des protéines de bonne qualité, la note potentiellement peut monter. Mais également, on pourrait inclure des aliments transformés sans trop que la note soit impactée si tout le reste est de bonne qualité. Bref, c'est pour ça que c'est un petit peu c'est déjà mieux que rien. Et moi, je trouve que c'est déjà un pas en avant, puisqu'il y a un rôle éducatif pour les enfants, mais il faut voir aussi quels sont les enfants qui vont en profiter. Si ce sont de jeunes enfants, donc je sais pas, par exemple, tout ce qui est au primaire, je sais pas si au primaire, il y a des... Je me rappelle plus, moi. Quand j'étais au primaire, est-ce qu'il y avait un réfectoire ? Oui, il y avait un réfectoire, mais on n'allait pas se servir. C'est qu'à partir du collège où on a commencé à avoir son plateau et à les servir. Jusqu'à la fin de ma primaire, de mémoire, on était assis et on venait nous servir. Donc du coup, on n'avait pas de choix. Donc est-ce que c'est pour les collèges ? Je sais pas. Mais en tout cas, ces notes de A à E, je pense que pour les enfants ou même les jeunes adolescents, alors c'est bien, il y en a qui disent faut pas comment on dit, les infantiliser en mettant autre chose que des notes. Moi, je trouve que justement, c'est un peu trop adulte. Et on devrait plutôt utiliser des choses qui leur parlent. Je sais pas, moi. Vous allez voir encore mon âme d'enfant qui ressurgit, mais le menu super-héros, le menu machin, et essayer de mettre des choses un petit peu plus parlantes pour des jeunes, des jeunes adultes, des jeunes adolescents, parce que quand on est en 6e, on est encore un gosse, en 5e aussi. Allez, arriver à la 3e, on commence un petit peu à comprendre, mais je veux dire, quand on est en 6e, on n'est pas encore adulte. Les notes de AE, je pense pas que ce soit très parlant, et puis on en a strictement rien à foutre. Moi, je me souviens que la qualité de mon alimentation à cette époque-là, je m'en foutais. Moi, mon but, c'était d'avoir un petit peu de monnaie pour aller m'acheter des sandwichs triangles à Norma ou à Lidl avec mes potes. J'en avais rien à foutre des notes et tout ça. Donc, je pense qu'il faut trouver des visuels un petit peu plus parlants. D'ailleurs, quand je dis visuel, c'est travailler plus sur le visuel que justement sur
sur des notes avec des lettres. Je pense pas que ce soit très intéressant, mais on note quand même l'effort qui est fait pour que la bonne santé, enfin on va dire que ils veulent les éduquer au plus tôt, mais encore une fois, il y a beaucoup de controverses avec justement ce Nutri-Score. Voir après, est-ce qu'on leur explique vraiment ce que ça comporte, etc. Mais bon, bref, voilà. Moi, je trouve que la démarche est intéressante. Après, on verra s'ils veulent aller plus loin sur l'amélioration de ce fameux Nutri-Score, en tout cas adapté aux enfants, qui, je pense, n'est pas le même que pour les adultes d'ailleurs. Mais bon, bref. Deuxième petite news. Aliments ultra transformés, de quoi vieillir plus rapidement. Alors là, c'est un article de Science et Avenir qui a été, il a été vraiment beaucoup partagé ces derniers temps. Donc vous avez dû le voir peut-être sur d'autres sites, ceux qui font un petit peu la veille scientifique et tout ça. En fait, c'est une étude espagnole. Donc je vais vous lire un petit peu l'article. Alors, une importante consommation de ces aliments industriels, dits ultra-transformés, pourrait aussi accélérer notre vieillissement, selon une étude publiée en juin 2020 dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition. Une équipe de chercheurs du département de nutrition de l'université de Navarre en Espagne a suivi pendant une vingtaine d'années le régime alimentaire de 886 Espagnols. Il y avait 645 hommes et 241 femmes, âgés de 57 à 91 ans. Alors, déjà, comment ils disent de déterminer un aliment ultra transformé? Alors, plusieurs classifications existent pour ranger les aliments selon leur degré de transformation. La plus utilisée est la classification NOVA, créée au début des années 2010 par un chercheur brésilien Carlos Monteiro. Selon la définition NOVA, un produit ultra transformé est un aliment formulé industriellement et ayant été ajouté des additifs et des ingrédients dits cosmétiques, donc pour que ça soit belle gueule, bon goût et tout ça, des exhausteurs de goût, des colorants, des émulsifiants, des édulcorants, qui permettent d'imiter ou de restaurer les propriétés sensorielles des aliments. Pour être considéré comme ultra transformé, le produit doit contenir au moins 5 marqueurs d'ultra transformation qui peuvent être des ingrédients cosmétiques ou bien des substances extraites de je sais pas trop quoi. Donc bref, en gros, si vous voyez des exhausteurs de goût, des colorants, des émulsifiants, des édulcorants, vous pouvez vous dire que votre aliment est ultra transformé. Donc ils disent que plus il y en a, plus on vieillit rapidement. Mais ça veut pas dire que un par jour, vous vieillissez pas. En fait, c'est juste, ils ont regardé comme toujours l'extrême. L'extrême, c'est quand vous avez 3 portions par jour. Mais c'est quoi une portion d'aliments transformés? Admettons que vous prenez une part de pizza. Vous prenez, au même repas, je vous dis, vous allez à la cantine, en entrée, vous prenez, je sais pas moi, une salade avec, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? De la charcuterie et je sais pas, du poisson, pas du poisson, du poulet pané. Donc on est d'accord, c'est du transformé. Donc là vous avez deux choses transformées déjà, la charcuterie et la volaille panée. Le dessert. Alors je passe vous faites un bon plat du jour normal, je sais pas, haricots verts, steak et du riz. Et après, vous vous retrouvez à manger avec votre riz et tout ça. Ils vous mettent une sauce champignon qui est à base de trucs déshydratés. Donc, dedans, il va y avoir également toutes ces substances-là ultra transformées. Donc, vous êtes déjà à 3 aliments transformés sur le même repas. Donc, en fait, on y est là. On a nos 3 trucs sur un repas. Mais beaucoup de personnes vont penser que ce qui est à risque, c'est de faire le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est 3 portions. Portion, donc aliments, ou enfin si on peut encore appeler ça des aliments, bref. Et là, c'est là où moi je mettrai la petite nuance, c'est dites bien aux gens ce qu'est une portion. C'est important de faire la différence. Et je sais, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais moi je suis loin de manger un muffin, un donut, c'est, je sais pas moi, une part de flan par jour. Ok, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a tous ces aliments, en fait, c'est basez-vous plutôt sur les facteurs, les marqueurs d'ultra-transformation que j'ai cités là, exhausteurs de goût, colorants, émulsifiants, tous les trucs, les additifs et toutes ces choses-là, quoi. Bref, je m'arrête ici pour ce sujet-là, parce que ça peut faire encore beaucoup de débats et tout ça, mais bon, tous ceux, vous savez, où on disait du moment que ça rentre dans vos macros, pas de problème, etc. Ben non, en fait, c'est pas bon à long terme. Vous allez vieillir plus rapidement.
Donc, il y a une période où les régimes long terme étaient pas bien pour le vieillissement accéléré. Manger aussi des crasses un peu tous les jours, même si c'est des petites quantités. Tous ceux qui sont les régimes où je me prive de rien, mais en petite quantité, sachez une chose, c'est que vous allez vieillir plus rapidement. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, il n'y avait pas besoin de voir une étude pour s'en douter. Hein. Quand vous avez des aliments qui vous apportent des substances toxiques ou potentiellement, en fait, c'est comme si au lieu de prendre des compléments alimentaires positif pour vous, donc je sais pas moi par exemple des oméga 3, des vitamines X ou Y, que vous preniez des compléments alimentaires nocifs au quotidien. Vous voyez vraiment tous ces additifs comme des petites capsules d'anti compléments alimentaires, donc des trucs qui viendraient un petit peu aller à l'encontre de la bonne santé, mais que vous en envoyez un petit peu tous les jours. Donc c'est un petit peu la même chose. Si vous croyez dans les compléments alimentaires, vous devriez croire aussi dans les anti-compléments alimentaires qui sont pour moi toutes les substances qu'on retrouve dans les aliments transformés. Le fait de voir les choses comme ça fait un petit peu la différence. Et d'ailleurs, sachez une chose, c'est que vous pouvez aussi retrouver ces saloperies-là dans les compléments alimentaires. Donc c'est important de regarder aussi les ingrédients de vos compléments alimentaires pour voir si d'un côté vous faites pas bien et puis dans le même semblant d'aliments, il y a aussi des saloperies, quoi. Et troisième chose, j'ai reçu une question, donc là que je vais traiter ici, que je traiterai pas dans la FAQ sur le site parce que elle est assez rapide. Bonjour, penses-tu qu'un rééquilibrage alimentaire en respectant ses macros est adéquat avec de la musculation, ou bien faut-il vraiment se tourner sur une diète type muscu? Quelle différence finalement? Mais en espérant fortement que ma question sera traitée. T'as de la chance, je la traite. Alors le rééquilibrage alimentaire, en fait, ça va un petit peu dans le thème avec ce que je viens de dire tout à l'heure, là, ce que j'ai dit à l'instant plutôt. Le rééquilibrage alimentaire, c'est, ma définition propre, c'est une personne qui, par rapport à son style de vie a changé, ou ses attentes ont changé, et donc du coup, elle veut mettre en adéquation son style de vie et sa nutrition. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, c'était une personne très active qui passe à un mode de vie plutôt sédentaire. Donc, par exemple, un changement de travail. La personne était bûcheron et elle devient comptable. Voilà. Donc là, il y a un changement de style de vie. Donc, la personne, elle passe de très active à plutôt sédentaire. Donc là, on va parler de rééquilibrage alimentaire. On va rééquilibrer son alimentation pour que elle ne prenne pas de poids, parce qu'évidemment, si elle était à maintenance de son poids avec sa diète quand elle était dans un métier très actif, si elle passe sur un métier beaucoup plus sédentaire, le poids va monter, surtout si l'appétit reste le même. Et en règle générale, vous verrez que souvent les gens disent oui, mais le corps sait demander ce qu'il veut. Non. Quasiment tous ceux qui passent d'un métier actif à un métier sédentaire prennent du poids, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour moi, un rééquilibrage alimentaire, ça peut être ça, mais ça peut également être une personne qui n'a, comme je le disais tout à l'heure dans mon adolescence, jamais fait attention à la qualité de sa nutrition, donc n'a jamais pris... moi, à l'époque, je me disais, on mange, et puis ceux qui ont mal au ventre, ils ont mal au ventre comme tout le monde, il n'y a pas de... La nutrition n'a aucun impact à part faire prendre du gras ou faire perdre du poids. Mais sinon, il n'y a pas d'impact au niveau de comment on sent, de la santé et tout ça. Donc là, ça pourrait être une prise de conscience. Donc du coup, on veut rééquilibrer son alimentation par rapport aux besoins de l'homme, de l'être humain. Donc là, on va regarder un petit peu, on va se dire ok, donc ça, les glucides, ça sert à ça, les lipides, ça sert à ça, les protéines, ça sert à ça, il me faut des vitamines, il me faut des minéraux, il me faut une bonne hydratation, de l'eau de qualité. Donc là, on rentre dans un rééquilibrage alimentaire en passant d'un mode de vie plutôt ou anarchique au niveau de l'alimentation, où on mange ce qu'on a devant nous, à un mode de vie où on mange ce qu'il nous faut. Donc, c'est-à-dire que chaque chose qu'il y a dans notre assiette a un rôle plus ou moins important sur notre longévité, sur notre physique, sur tout ce que vous voulez, sur notre santé globale. Et bon, voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma définition du rééquilibrage alimentaire. Maintenant, la question était, est-ce que c'est adéquat avec de la musculation? Eh bien, évidemment qu'une personne qui mange mal et qui fait de la muscu, donc qui mange mal de façon anarchique et qui fait de la muscu, eh bien, c'est un peu la roulette. Si elle mange mal, mais que dans son malheur, donc dans ses mauvaises habitudes alimentaires, elle mange beaucoup de protéines, même si c'est des protéines de mauvaise qualité, eh ben, elle n'aura pas le même physique qu'une personne qui, en mangeant mal, a plutôt tendance à se tourner vers des glucides. Donc une personne qui a tendance à manger, par exemple, beaucoup de féculents et peu de protéines n'aura pas le même physique qu'une personne qui mange beaucoup de sources de protéines et un petit peu moins de sources de glucides. Donc ça, tout en parlant d'aliments malsains, hein, attention. Ça restera quand même des protéines, ça restera quand même des glucides, donc le physique ne sera pas le même. Ça ne voudra pas dire que l'un ou l'autre, il y a une bonne façon de faire, attention. C'est juste que le résultat sur le physique ne sera pas le même.
Donc là déjà, il faut voir dans quel sens on part. Donc ça veut dire qu'un rééquilibrage alimentaire, quand on va rééquilibrer son alimentation, ça voudra dire qu'on va prendre en compte qu'il y a de la musculation là-dedans, donc une certaine dépense calorique, donc un certain besoin en termes de macronutriments. Donc par exemple, on aura besoin de plus de protéines qu'une personne qui ne fait pas de musculation. Donc si on prend ça en compte dans le rééquilibrage alimentaire, pas de problème. Pour moi, le rééquilibrage alimentaire et la muscu, ça serait plutôt, alors pour une personne qui débute l'entraînement, elle va prendre du muscle, perdre du gras, pas de problème, c'est un petit peu la magie du début. Mais après, une personne qui fait de la muscu depuis longtemps et qui a jamais fait attention à sa bouffe et qui se met à faire attention à sa bouffe, elle peut aussi avoir des progrès. Plus sa nourriture aura été déséquilibrée par rapport à sa muscu, plus elle pourra, même après 10 ans de muscu, encore prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras, parce que si elle a mal fait au niveau nutritionnel depuis des années, il se peut que le fait d'intégrer un peu plus de protéines lui fasse prendre de la masse musculaire, parce qu'en fait elle pédalait dans la semoule depuis une dizaine d'années, c'est tout. Donc ça, c'est un petit peu les choses qu'il faut voir. Et quand tu me dis, dans ta question, ou bien faut-il vraiment se tourner vers une diète type muscu, quelle différence? En fait, la diète type muscu, c'est une diète de rééquilibrage alimentaire, mais pour la muscu. C'est-à-dire qu'on va équilibrer son alimentation pour qu'elle soit en parfait équilibre avec la dépense, avec les besoins qu'on crée au niveau de l'organisme. De la musculation, on casse de la fibre musculaire, on épuise son glycogène et on a une récupération post-entraînement qui va durer 48-72 heures selon l'intensité des séances. Enfin bon, bref, il y a tout un processus comme ça qui va faire que, évidemment, la nutrition devrait être axée pour ça, parce que ça veut dire que si on fait un rééquilibrage alimentaire pour monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire pareil pour tout le monde, et ben si on fait de la muscu, on n'est plus dans le rééquilibrage alimentaire, c'est déséquilibré puisqu'on crée une demande beaucoup plus forte par rapport à une personne sédentaire. Donc il n'y a pas de différence en fait. Quand tu me dis quelle différence, il n'y en a pas. C'est juste du jargon, c'est-à-dire que c'est les gens aiment bien mettre des étiquettes sur toutes les choses. Une diète type muscu, c'est aussi une diète de rééquilibrage alimentaire. À partir du moment où elle est faite correctement. C'est sûr que quand c'est du copier-coller sur un site internet, c'est pas du rééquilibrage alimentaire. Là, on s'inspire de quelque chose. Donc, voilà un petit peu pour ma réponse à ta question. Le mieux est de te tourner vers un rééquilibrage alimentaire en prenant compte que tu fais du sport, de la musculation, et que tu vas avoir des besoins spécifiques en protéines, en glucides, en lipides, en vitamines, en hydratation, mais également en sommeil, également en niveau de stress, donc en relaxation. Enfin bon, bref, voilà, il va falloir que tu prennes en compte toutes ces choses-là, qui sont pas... C'est pas diabolique, c'est pas compliqué, c'est très simple, c'est juste que ça demande de réapprendre. En fait, imagine-toi un petit peu, tu sais, la première fois, je sais pas où tu en es dans ta vie, mais admettons, quand tu as pris ton premier appartement, donc je sais pas si c'est le cas pour toi, si t'es déjà parti de chez tes parents ou j'en sais rien, mais le premier appartement qu'on prend, il faut bien remplir son frigo. Donc on doit faire des choix, on doit aller faire les courses, on doit faire des choix. C'est la même difficulté que ça. C'est-à-dire que les choix que tu vas faire la première fois que tu vas remplir ton frigo, moi je me souviens la première fois que j'ai rempli mon frigo, tu fais une liste de courses, t'essayes un peu de t'inspirer de ce qu'achetaient tes parents, de ce que tu voyais dans le frigo. Bon, il y avait du beurre, je prends du beurre, il y avait de l'huile d'olive, je prends de l'huile d'olive. Enfin bon, bref, t'as compris le truc, quoi. Et en fait, un rééquilibrage alimentaire, c'est la même difficulté que ça. C'est-à-dire que, imagine que t'emménages dans un nouveau logement, et que tu dois remplir ton frigo comme si c'était la première fois. Sauf que cette fois-ci, tu fais les choses correctement. C'est-à-dire que tu vas prendre que les aliments qu'il te faut par rapport à ton objectif. C'est-à-dire de te sentir bien, de te réveiller avec un petit peu plus d'énergie que d'habitude, de moins faire d'hypoglycémie, de moins avoir mal au bide, j'en sais rien. Enfin, tu mets tous tes trucs, tous tes besoins, et tu te dis, voilà, bon, tel aliment, ok, tel aliment, non. Et puis tu mets le facteur plaisir dedans. Tu te dis, bon, quel est, dans les choses que j'aime bien manger, celui qui a le moins d'impact sur mon physique? Je sais pas, est-ce que du chocolat noir, c'est si diabolique que ça? Donc tu regardes, tu fais un peu de recherche là-dessus, et tu te rendras compte que non. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu arriveras à ton propre modèle, à ta propre liste de courses, tu rempliras ton frigo comme il faut et tu auras fait ton rééquilibrage alimentaire. Enfin, en tout cas, la première partie, 90% du travail, c'est les aliments que vous faites rentrer chez vous. Les 10% restants, c'est l'ordre, c'est-à-dire le timing. Quand manger, quoi, la quantité et tout ça.
Bon, évidemment, si vous mangez 3 kilos de riz par jour, même s'il y en a dans vos placards, vous n'allez pas vous retrouver en bonne santé, mais vous avez compris le but, quoi. Ceux qui font déjà rentrer chez eux les bons aliments, ils ont de grandes chances de faire ce qu'il faut par la suite. Bref, je m'arrête ici pour ce podcast. Tout ce que j'ai parlé, vous savez, les programmes pendant les vacances, la FAQ avec comment avoir les abdos sans contracter, ou encore ma version du programme Full Body, vous avez tout ça dans les notes de l'émission, donc qui se retrouve sous l'épisode, là, juste en dessous, ou sinon vous allez sur www.fitnesssmith.fr. Et juste avant de partir, si vous voulez faire quelque chose de sympa, envoyez-moi en story ou en petite photo comme ça sur Instagram votre salle de home gym, pour ceux qui s'entraînent chez elle, chez eux, je sais pas, votre petit matos de sport. Ça m'intéresse de voir ce que vous avez. Vous savez que moi je m'entraîne à la maison, donc ça m'intéresse de voir comment vous êtes installé, ce que vous avez mis en place, le petit espace que vous avez dédié au sport chez vous. Même si vous avez peu de matos, il y a pas de, c'est pas pour moi, je vais pas juger ni rien. Vous m'envoyez ça, et puis même voilà. Ça me permet de voir un petit peu, parce que n'oubliez pas que je suis un passionné, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que vous faites, vous les auditeurs du podcast. Je vous laisse ici avec les notes en bas de cet épisode. À très bientôt, bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.